Des brutes, lui, ont arraché sa chemise, son coude, l'a envoyé direct à l'infirmerie. Carole Bernard gardait la tête baissée en traversant les couloirs animés du lycée Victor Hugo, son sac à dos usé ballant sur une fine épaule. Avec à peine 1,50 m et des boucles Auburn indomptables qui refusaient de se lisser malgré tous ses efforts, elle avait appris très tôt que l'invisibilité était sa meilleure défense. Sa chemise de flanelle surdimensionnée flottait sur sa petite silhouette, choisie délibérément pour dissimuler sa maigreur sous des couches de tissu. Des lunettes à monture métallique se posaient sur son nez constellé de taches de rousseur, glissant constamment tandis qu'elle se dépêchait entre les cours. Elle avait été transférée à Victor Hugo il y a 3 mois, lorsque son père, militaire, avait reçu de nouvelles affectations, et l'intégration s'était avérée plus difficile que lors de leur précédent déménagement. L'établissement s'étendait sur plusieurs bâtiments dans le centre-ville de Lyon, sa façade en briques rouges abritant près de 2000 élèves qui semblaient naviguer dans la hiérarchie sociale avec une aisance qui leur échappait complètement. La plupart du temps, Carole réussissait à passer inaperçue, déjeunant seule à la bibliothèque et restant à l'écart lors des projets de groupe. Ce que personne ne savait, c'est que Carole avait passé les 8 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux mixtes dans des dojos à travers 3 régions différentes. Son père, un ancien parachutiste décoré, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre compte tenu de leurs fréquents déplacements. Chaque matin avant l'école et chaque soir après les devoirs, elle pratiquait des combinaisons, des techniques de grappling et des manœuvres défensives dans leur garage. Sa petite taille était trompeuse. Sous ses vêtements amples se cachaient des muscles secs et des réflexes fulgurants aiguisés par d'innombrables heures d'entraînement. Mais Carole avait fait une promesse à son père avant de commencer à Victor Hugo. Pas de bagarre sauf en cas d'absolue nécessité. Pas d'attirer l'attention. Pas de risque de problèmes disciplinaires qui pourraient compromettre sa carrière militaire. Elle endurait donc les ricanements quand elle laissait tomber ses livres, les commentaires chuchotés sur ses vêtements de seconde main et la façon dont les autres élèves semblaient la traverser du regard. Les ennuis ont vraiment commencé au cours de sa 2e semaine, lorsqu'elle a accidentellement bousculé Maxime Dubois près de la vitrine des trophées de football. Maxime mesurait 1,80 m, avait des cheveux blonds parfaitement coiffés et le genre d'assurance désinvolte qui vient du fait d'être le quart arrière de l'équipe de foot du lycée. Son blouson de l'équipe était tendu sur ses larges épaules et ses yeux bleus avaient le froid calcul de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Fais attention où tu vas, la bizarre », avait ricané Maxime, sa voix portant suffisamment pour attirer l'attention des élèves à proximité. Lorsque Carole a marmonné des excuses et a essayé de s'éloigner, il a attrapé son sac à dos et l'a arraché de son épaule. « Je te parle !» Les instincts d'entraînement de Carole lui criaient de réagir, d'utiliser l'élan de sa prise contre lui, mais les avertissements de son père résonnaient plus fort. Elle a simplement récupéré ses livres éparpillés, tandis que les amis de Maxime, Théo Nguyen et Antoine Rodriguez, riaient et plaisantaient sur ses baskets élimées. Les incidents se sont intensifiés progressivement. Maxime et sa bande la bousculaient accidentellement à la cantine, faisant tomber son plateau de déjeuner sur le sol. Il faisait tomber des livres de ses bras dans le couloir, puis piétinait ses papiers alors qu'elle essayait de les ramasser. Pendant le cours de sport, Théo envoyait des ballons de volley-ball directement sur sa tête, affirmant que cela faisait partie du jeu, tandis que leur professeur, M. Durand, restait commodément distrait. Les pires épisodes se produisaient dans la cage d'escalier est de l'aile scientifique, un passage étroit entre les étages que la plupart des élèves évitaient à cause du faible éclairage et de la façon dont le son résonnait sur les murs de béton. Maxime a découvert que Carole utilisait cet itinéraire pour éviter les foules et il a commencé à synchroniser ses apparitions avec les siennes. Il la coinçait sur le palier entre le 2e et le 3e étage, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son parfum cher mélangé à l'odeur persistante de cigarette. « Personne ne sait même que tu existes ici », chuchotait-il,
se tenant juste assez près pour la mettre mal à l'aise sans la toucher techniquement. Tu pourrais disparaître demain et personne ne le remarquerait. Carole se plaquait contre le mur de béton froid, ses mains serrées en poing sur les côtés, luttant contre chaque instinct qui lui disait de frapper en premier et de poser des questions ensuite. Elle pensait à la prochaine évaluation de promotion de son père, à la déception dans ses yeux si elle était suspendue pour s'être battue. Alors, elle attendait que Maxime s'ennuie et s'en aille, puis passait le reste de la journée à essayer d'empêcher ses mains de trembler. Le schéma s'est poursuivi pendant des semaines. Maxime semblait prendre un plaisir particulier à la cibler pendant les heures de déjeuner. Lorsque la cantine était bondée de témoins qui soit riaient avec lui, soit détournaient ostensiblement le regard. Il passait devant sa table, un petit coin près des fenêtres où elle mangeait seule, et faisait, accidentellement, tomber sa boisson ou balayait sa nourriture sur le sol. Ses amis commentaient, l'insultant de noms qui faisaient rougir ses joues de honte et de rage. « Regardez, c'est la fille invisible », annonçait Antoine chaque fois qu'il la repérait. « Je parie qu'elle n'a même pas d'amis d'où elle vient. » Théo préférait l'intimidation physique, utilisant son avantage de taille pour la dominer chaque fois qu'elle essayait d'utiliser son casier. Il claquait la porte métallique juste au moment où elle attrapait ses livres, attrapant parfois ses doigts dans le processus. Quand elle haletait de douleur, il lui demandait d'un ton moqueur si elle avait besoin d'aller à l'infirmerie, puis riait quand elle secouait la tête et s'éloignait précipitamment. À travers tout cela, Carole remarquait les réactions des autres élèves ou leur absence. Sa partenaire de laboratoire en chimie, une fille discrète nommée Emma, jetait un coup d'œil sympathique dans sa direction, mais ne disait jamais rien lorsque Maxime faisait des commentaires bruyants sur l'apparence de Carole. Les élèves qui s'asseyaient près d'elle en cours d'anglais se tortillaient mal à l'aise lorsque Théo donnait des coups de pied accidentels à sa chaise à plusieurs reprises. Mais ils gardaient les yeux sur leur papier et ne disaient rien. Même les professeurs semblaient déterminés à maintenir un déni plausible. Madame Petit fronçait les sourcils lorsque des perturbations se produisaient dans sa classe, mais manquait toujours le moment où Maxime chuchotait des remarques cruelles, où Théo lui envoyait des boules de papier sur la tête. Monsieur le maire a en fait été témoin du moment où Antoine l'a fait trébucher dans le couloir devant sa classe, en voyant ses livres voler sur le sol en linoléum, mais a simplement rappelé à tous les élèves d'être plus prudents, sans aborder l'intentionnalité évidente de l'action. Le point de rupture est survenu un mardi de fin octobre, lorsque la chaleur désertique empêchait toujours l'ancien système de climatisation de l'école de suivre le rythme. Carole attendait avec impatience la pause déjeuner parce qu'elle avait enfin terminé son projet artistique, un dessin au crayon détaillé d'un phénix renaissant de ses cendres qui lui avait pris des semaines à réaliser. Elle prévoyait de le soumettre cet après-midi au concours artistique annuel de l'école, l'une des rares activités où sa nature discrète pouvait en fait être un avantage. Elle était en train de placer soigneusement le dessin dans sa pochette de portfolio lorsqu'elle a remarqué l'arrivée de Dylan Leclerc à sa table. Dylan était différent de la plupart des élèves de Victor Hugo. Il préférait les livres aux matchs de foot, portait des t-shirts de groupe vintage au lieu de marques de créateurs et avait des yeux noirs gentils derrière des lunettes à monture métallique similaires aux siennes. Il avait été le seul élève à lui offrir une sympathie sincère lorsqu'elle avait laissé tomber tout son plateau de déjeuner 2 semaines plus tôt, l'aidant même à nettoyer le désordre pendant que Maxime et ses amis riaient de l'autre côté de la cantine. « Salut Carole », a dit doucement Dylan, se glissant sur le siège en face d'elle. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» La réunion du club de bande dessinée a été reportée à demain, et manger seul devient vite lassant. Carole sentit son cœur battre plus vite en hochant la tête, fermant soigneusement sa pochette pour protéger son œuvre d'art. Dylan était la première personne à Victor Hugo à rechercher sa compagnie volontairement, et elle s'est surprise à sourire en parlant de leur amour commun pour les romans graphiques et les films de science-fiction. Pendant 20 précieuses minutes, elle a oublié Maxime Dubois et ses jeux cruels.
C'est alors que Maxime est apparu à leur table, Théo et Antoine le flanquant comme des gardes du corps. Ses yeux étaient froids d'une colère particulière qu'il réservait aux situations qu'il ne pouvait pas contrôler. Et Carole a immédiatement réalisé que son bref moment de bonheur avait en quelque sorte menacé son ordre social soigneusement maintenu. « eh bien, a dit Maxime, sa voix portant sur les tables voisines. On dirait que la bizarre a trouvé un autre bizarre avec qui traîner. » Dylan leva les yeux calmement, bien que Carole puisse voir de la tension dans ses épaules. « Tu as besoin de quelque chose, Maxime ?»« Ce dont j'ai besoin, » a répondu Maxime, tendant la main pour saisir la pochette de Carole, « c'est de voir sur quoi notre petit artiste a travaillé si secrètement. » L'entraînement de Carole s'est déclenché automatiquement. Elle s'est déplacée pour intercepter sa main avec un bloc défensif qui aurait redirigé son élan et potentiellement disloqué son poignet. Mais à la dernière seconde, les avertissements de son père ont envahi son esprit et elle a hésité juste assez longtemps pour que Maxime arrache la pochette. « S'il te plaît, » a-t-elle chuchoté, se levant de sa chaise. « Rends-la-moi, s'il te plaît. » Maxime a ouvert la pochette avec une emphase théâtrale, sortant son dessin de phénix et le tenant haut pour que les tables environnantes le voient. « Oh, regardez tout le monde! La fille invisible nous a fait un dessin. » Plusieurs élèves se sont tournés pour regarder, leurs expressions allant de l'amusement mal à l'aise à la curiosité pure et simple. Carole sentit son visage brûler tandis que Maxime continuait sa performance, agitant son œuvre d'art comme un trophée. « Vous savez ce qu'il faut à ça ?» a dit Théo, sortant une bouteille de lait chocolaté de son plateau de déjeuner. « De la couleur. »« Non !» Carole s'est jetée en avant, mais Antoine lui a attrapé le bras, sa prise étant suffisamment serrée pour laisser des bleus. Elle a regardé impuissante Théo verser du lait chocolaté sur son dessin, le liquide marron imbibant le papier et détruisant des semaines de travail minutieux. Dylan s'est levé brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. « Ça suffit, laissez-la tranquille. » L'expression de Maxime a changé, ses yeux se rétrécissant avec la concentration prédatrice que Carole avait appris à craindre. « Ou quoi, le rat de bibliothèque? Tu vas protéger ta petite copine ?»« Elle n'est pas... » a commencé Dylan, mais Maxime était déjà en mouvement. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti pour Carole. Maxime a attrapé le devant du t-shirt vintage Led Zeppelin de Dylan et l'a poussé en arrière, le faisant trébucher contre une autre table. Les élèves se sont dispersés tandis que Dylan essayait de retrouver son équilibre, ses lunettes s'envolant de son visage et glissant sur le sol en linoléum. « Oups !» a dit Maxime d'un ton moqueur. « On dirait que le petit ami est plus maladroit que sa copine. » La cantine était devenue silencieuse, à l'exception de quelques rires nerveux du public habituel de Maxime. Carole a regardé autour d'elle désespérément à la recherche d'un professeur, d'un adulte qui pourrait intervenir, mais les surveillants étaient commodément absents de cette section de la pièce. Maxime a reporté son attention sur elle et elle a vu quelque chose de nouveau dans son expression, une excitation cruelle qui lui a retourné l'estomac. « Vous savez quoi? Je pense qu'il est temps de vous aider à trouver un peu d'esprit d'école. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il a attrapé l'ourlet de sa chemise de flanelle surdimensionnée et a tiré vers le haut. Les boutons ont sauté, les envoyant se disperser sur le sol tandis qu'il tirait le tissu au-dessus de sa tête. Le fin maillot de corps blanc de Carole offrait peu de couverture et elle pouvait entendre des halètements et des chuchotements des élèves qui regardaient tandis qu'elle se tenait là, exposée et humiliée. Le temps a semblé figé pendant un moment qui a duré une éternité. Carole se tenait au centre de la cantine, sa chemise dans les mains de Maxime, ne portant qu'un fin débardeur qui la laissait se sentir complètement vulnérable. Elle pouvait voir Dylan se débattre pour se relever du sol, son visage rouge de colère et d'embarras. Elle pouvait entendre les chuchotements commencer, le bruit des téléphones sortis pour immortaliser son humiliation pour la postérité des médias sociaux.
Mais surtout, elle pouvait voir le sourire triomphant de Maxime, la satisfaction dans ses yeux alors qu'il atteignait ce qu'il considérait comme la victoire ultime sur quelqu'un qu'il avait jugé indigne de la dignité humaine la plus élémentaire. C'est alors que 8 années d'entraînement ont pris le dessus. Carole s'est déplacée plus vite que les réflexes de Maxime ne pouvaient le traiter. Son coude droit s'est élevé dans un arc de frappe parfait, entrant en contact avec le point sensible juste en dessous de sa cage thoracique avec une force suffisante pour le soulever légèrement de ses pieds. L'impact a chassé tout l'air de ses poumons en un seul souffle, et sa prise sur sa chemise s'est relâchée tandis que ses mains se sont instinctivement déplacées pour protéger son torse blessé. Les yeux de Maxime se sont écarquillés de choc et de douleur alors qu'il se pliait en deux, luttant pour respirer. Carole a attrapé sa chemise alors qu'elle tombait, la remettant rapidement malgré les boutons manquants. Mais elle n'avait pas fini. Théo s'est précipité pour aider son ami, mais Carole était déjà en mouvement. Elle a pivoté sur son pied gauche et a levé son genou droit vers le haut, l'attrapant au plexus solaire avec une précision suffisante pour le faire trébucher en arrière sur Antoine. Les deux garçons sont tombés dans un enchevêtrement de membres, Théo haletant à la recherche d'air et Antoine jurant alors qu'il essayait de se démêler des bras agités de son ami. La cantine a éclaté en cris et en exclamations. Les élèves ont sauté sur les tables pour avoir une meilleure vue, des téléphones sont apparus partout pour enregistrer le spectacle sans précédent de Maxime Dubois et de sa bande, se faisant systématiquement démanteler par la fille discrète qu'ils avaient tourmentée pendant des mois. Maxime avait réussi à se redresser quelque peu, bien qu'il tenait toujours ses côtes et respirait lourdement. Son visage était rouge de honte et de rage, alors qu'il réalisait que des dizaines de ses camarades de classe étaient témoins de sa défaite aux mains de quelqu'un qu'il avait considéré comme étant en dessous de lui. « Espèce de petite !» a-t-il commencé, se jetant en avant les poings levés. Carole a esquivé son attaque maladroite avec une grâce fluide, saisissant son poignet tendu et utilisant son propre élan pour le faire s'étaler sur une table voisine. Les plateaux de déjeuner ont volé et Maxime a atterri la face la première dans un tas de purée de pommes de terre et de sauce, ses cheveux parfaits dégoulinant maintenant de nourriture de cantine. Antoine était finalement revenu sur ses pieds et a tourné autour d'elle par derrière, essayant de lui attraper les bras et de les lui plaquer sur les côtés. Mais Carole s'était entraînée pour des situations exactement comme celle-ci depuis l'âge de 10 ans. Elle a baissé son poids et a enfoncé son coude en arrière dans son milieu du corps, puis a pivoté et a balayé ses jambes de dessous lui avec un mouvement que son sensei lui avait fait pratiquer des milliers de fois. Antoine a heurté le sol durement, sa tête entrant en contact avec le linoléum avec un bruit qui a fait grimacer plusieurs élèves. Il est resté là à gémir, complètement étourdi et ne montrant aucune intention de continuer le combat. Théo était toujours à genoux, tenant son estomac et essayant de reprendre son souffle. Il a levé les yeux vers Carole avec un respect nouveau et plus qu'un peu de peur, reconsidérant clairement toutes les pensées qu'il aurait pu avoir de se joindre au conflit. Maxime s'est lentement relevé de la table, la purée de pommes de terre glissant de son visage alors qu'il essayait de retrouver un semblant de dignité. Son polo cher était taché de sauce, ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre et ses yeux bleus avaient l'expression abasourdie de quelqu'un dont toute la vision du monde venait d'être brisée. « Comment a-t-il commencé, mais sa voix est sortie comme un sifflement. Carole se tenait au centre du chaos, respirant normalement malgré l'adrénaline qui circulait dans son corps. Sa chemise de flanelle était ouverte, maintenue ensemble uniquement par les 2 boutons du bas, mais sa posture rayonnait de confiance pour la première fois depuis son arrivée à Victor Hugo. Elle a baissé les yeux sur Maxime, qui luttait toujours pour enlever la nourriture de son visage, et a ressenti une vague de pouvoir, à la fois enivrante et dangereuse. Pendant un instant, chaque instinct lui criait de finir ce qu'il avait commencé. Maxime était vulnérable, humilié, complètement à sa merci. Elle pourrait facilement le mettre à terre définitivement, pourrait lui faire ressentir la même impuissance
et la même peur qu'il lui avait infligée pendant des mois. Son entraînement lui avait appris des dizaines de façons d'infliger des dommages graves, et une partie d'elle voulait toutes les utiliser. Mais en regardant autour d'elle dans la cantine silencieuse, elle a vu Dylan se débattre pour trouver ses lunettes, son visage meurtri de l'endroit où il avait heurté la table. Elle a vu d'autres élèves regarder avec des expressions allant du choc à l'admiration en passant par la peur. Et elle s'est souvenue des paroles de son père sur la différence entre la force et la cruauté, entre se défendre et devenir le monstre que l'on combat. « Lève-toi », a-t-elle dit doucement, tendant sa main vers Maxime. Il a fixé sa main tendue, comme si elle pouvait le mordre, ses yeux passant de son visage aux dizaines d'élèves qui enregistraient tout sur leur téléphone. Après un long moment, il a accepté à contre-cœur son aide, lui permettant de le relever malgré l'humiliation évidente d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un qu'il avait considéré comme faible. « Ce n'est pas fini », a marmonné Maxime, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. Il tenait toujours ses côtes, et son visage était devenu pâle sous les taches de nourriture. « Si, c'est fini », a répondu Carole calmement. « Et si tu me touches encore, ou si tu touches quelqu'un d'autre comme ça, la prochaine fois je ne retiendrai pas mes coups. » La cantine est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant d'éclater dans le chaos. Les élèves se sont précipités en avant, certains pour vérifier l'état des garçons blessés, d'autres pour féliciter Carole ou lui demander comment elle avait appris à se battre comme ça. Plusieurs personnes lui ont offert leur propre chemise pour remplacer sa chemise de flanelle endommagée, tandis que d'autres ont aidé Dylan à localiser ses lunettes et ont offert de la glace pour ses ecchymoses. En quelques minutes, l'histoire s'était répandue dans toute l'école via les médias sociaux et les textos. Les vidéos du combat ont circulé plus vite que l'administration ne pouvait confisquer les téléphones, et à la fin de la journée, Carole Bernard était passée d'une inconnue invisible à une légende de l'école. Les conséquences immédiates ont entraîné un défilé d'administrateurs, des appels téléphoniques aux parents et de longues réunions dans le bureau du proviseur. Mais les témoignages des témoins ont été accablants. Des dizaines d'élèves se sont manifestés pour décrire des mois de harcèlement croissant, l'humiliation délibérée et l'agression finale de Maxime qui avait déclenché la réponse de Carole. Les caméras de sécurité ont confirmé leurs témoignages, montrant Maxime attrapant sa chemise alors qu'elle essayait de se couvrir et de reculer. Maxime Dubois a reçu une suspension de 2 semaines pour agression et harcèlement. Théo et Antoine ont reçu 3 jours chacun pour leur participation. Tous les 3 ont été tenus de suivre une thérapie de gestion de la colère et d'écrire des excuses formelles qui seraient lues à haute voix lors des annonces du matin. Carole a reçu une journée de suspension interne pour s'être battue, mais la punition ressemblait plus à une formalité qu'à une discipline réelle. Même le proviseur, M. Dubois, semblait secrètement satisfait que quelqu'un ait enfin tenu tête au comportement de Maxime, bien qu'il ne puisse pas officiellement approuver la violence comme solution au harcèlement. Les changements à Victor Hugo ont été immédiats et spectaculaires. Les élèves qui avaient auparavant traversé Carole du regard l'abordaient maintenant avec un respect curieux, voulant en savoir plus sur son expérience en arts martiaux et sur la façon dont elle avait appris à se battre. Les professeurs qui avaient été commodément aveugles au harcèlement sont soudainement devenus beaucoup plus attentifs à la dynamique de la classe. Plus important encore, d'autres élèves qui avaient été victimes de la cruauté de Maxime ont trouvé leur voie. Emma, du cours de chimie, a admis qu'elle avait voulu aider mais qu'elle avait eu peur de devenir elle-même une cible. Plusieurs élèves de première année se sont manifestés avec leurs propres histoires d'intimidation et de harcèlement. La culture de la peur que Maxime avait soigneusement cultivée a commencé à s'effondrer lorsque les gens ont réalisé qu'il n'était ni invincible ni intouchable. Dylan est devenu une présence régulière à la table de déjeuner de Carole, leur amitié s'approfondissant en quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite chaque fois qu'il lui souriait. Il ne lui a jamais demandé de se battre à sa place, mais son soutien discret et son admiration sincère l'ont aidé à trouver un équilibre entre son entraînement de guerrière
et son désir de s'intégrer pacifiquement. Maxime lui-même a subi la transformation la plus spectaculaire, l'humiliation d'être vaincu si publiquement, combinée à la perte de son statut social, l'a forcé à faire face à la réalité de son comportement. Ses excuses, quand elles sont finalement arrivées, étaient maladroites mais semblaient sincères. « Je n'ai jamais pensé à ce que ça faisait », a-t-il admis lors d'une conversation privée 3 semaines après l'incident de la cantine. « Je suppose que je me suis dit que si tu ne pouvais pas te défendre, tu méritais ce qui t'arrivait. » Carole a étudié son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation, mais n'a trouvé qu'une honnêteté mal à l'aise. « Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne », a-t-elle répondu. « Être capable de blesser quelqu'un ne te donne pas le droit de le faire. » Maxime a hoché la tête lentement, favorisant toujours son côté gauche où son coude avait frappé. « J'essaie d'être meilleur. C'est plus difficile que je ne le pensais. » 2 mois plus tard, alors que Carole traversait les couloirs du lycée Victor Hugo, elle s'émerveillait de la façon dont tout avait complètement changé. Les élèves l'appelaient pour la saluer, l'invitaient à des groupes d'études et lui demandaient de l'aide pour leurs propres problèmes de harcèlement. Elle avait créé un club d'autodéfense informel qui se réunissait après l'école, enseignant des techniques de base à tous ceux qui voulaient apprendre. Elle portait toujours des chemises de flanelle surdimensionnées et gardait ses boucles sauvages indomptables. Mais maintenant, cela ressemblait plus à un choix qu'à un camouflage. Son père avait été fier quand elle lui avait finalement raconté l'incident, louant sa retenue et sa décision d'aider Maxime à se relever plutôt que de continuer l'attaque. « La vraie force, avait-il dit, ne dépend pas de la quantité de dégâts que tu peux faire. Il s'agit de savoir quand s'arrêter. » Le concours artistique avait été reporté en raison de l'incident de la cantine, mais Carole avait soumis une nouvelle œuvre, un dessin d'élèves se tenant ensemble, protégeant quelqu'un de plus petit qui était entouré de figures plus grandes. Elle l'a intitulé « Trouver sa voie » et il a remporté la première place du concours à l'échelle de l'école. Alors qu'elle était assise à la cantine avec Dylan et leur cercle croissant d'amis, Carole réfléchissait à l'étrange voyage qui l'avait amenée à ce moment. Elle avait appris que l'invisibilité n'était pas toujours une protection, que parfois, la seule façon de trouver la paix était d'être prêt à se battre pour elle, et que se défendre ne devait pas signifier devenir la chose même que l'on combattait. Le phénix qu'elle avait dessiné des mois plus tôt avait disparu, détruit par le lait chocolaté et la cruauté. Mais comme l'oiseau mythique qu'il représentait, quelque chose de nouveau avait surgi de ses cendres, plus fort, plus féroce et impossible à ignorer.